Bonjour, on est le mercredi 18 janvier 2023. Donc je vous propose une séance sur les tests d'hypothèse. Tests d'hypothèse, dans un premier temps, très rapidement, on va définir ce qu'est une erreur de première espèce et de seconde espèce. Et ensuite, on va utiliser donc le vocabulaire. Bien sûr, il y a deux termes qui vont revenir. C'est l'hypothèse nulle H0 contre l'alternative H1, d'accord? On va donc faire un test d'hypothèse sur une moyenne et sur une proportion. On va prendre des exemples afin que tout le monde ait une compréhension de cette séquence-là. Alors, cette séance, elle s'adresse à tout le monde en fait, mais en particulier à mes étudiants qui sont en BTS optique et donc qui préparent cette épreuve. Donc je vais essayer d'être un peu, de rester quand même assez ne pas trop compliquer le contenu afin que ce que je vais développer soit accessible à tous. Allez, on va commencer. Oui, donc on aura à comparer une moyenne à une norme M0, une moyenne M à une norme M0, ou à comparer une proportion petit p à une norme P0. Alors juste pour distinguer donc ce qu'on appelle les erreurs de première espèce et de deuxième espèce, en fait, lorsque vous avez à émettre, donc à faire le choix donc d'hypothèse, vous avez donc soit H0 contre l'alternative H1. Donc ici, on va supposer si H0, alors H0 est vrai, d'accord? Donc l'hypothèse nulle est vraie, d'accord? Et donc ici, H1, bien sûr, est fausse. Donc il y a deux possibilités, soit H0 est vrai, soit soit H0 est fausse, pardon. Donc soit H0 est vrai, soit H0 est fausse. Donc on a deux cas. Donc ici, soit on accepte H0, soit on refuse H0. Donc on accepte H0, ou bien ici, on refuse H0. Donc ici, H0 est fausse, soit on accepte H0, d'accord? On accepte H0, soit on refuse H0. Alors bien sûr, si H0 est vrai et qu'on accepte H0, donc on dit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc pas d'erreur. D'accord? Donc pas d'erreur. En revanche, si H0 est vrai et qu'on refuse H0, donc là on commet une erreur de première espèce. Erreur de première espèce. Si H0 est fausse et on accepte H0, donc là forcément on va commettre une erreur de deuxième espèce. Erreur de deuxième espèce. Et forcément si H0 est fausse, l'hypothèse H0 est fausse, et qu'on refuse H0, donc là, bien sûr, il n'y a pas d'erreur. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ceci. Alors, on va appeler donc alpha l'erreur de première espèce. Et on va appeler bêta l'erreur de deuxième espèce. Nous, aujourd'hui, on s'intéressera qu'à l'erreur de première espèce. Alors, alpha, l'erreur de première espèce, alpha, est égal à quoi? C'est la probabilité. Vous voyez? Donc c'est la probabilité de refuser H0 sachant que H0 est vrai. Donc probabilité de refuser H0, sachant
sachant que H0 est vrai. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur de première espèce. Donc c'est cette erreur-là. L'erreur de deuxième espèce, c'est en fait cette erreur-là. D'accord? C'est accepter H0, sachant que H0 est fausse. Donc l'erreur de seconde espèce, bêta, c'est la probabilité d'accepter H0, sachant que H0, l'hypothèse H0 est fausse. D'accord? Alors, l'erreur de seconde espèce est très difficile à mettre en place. Donc nous, on va s'intéresser simplement à l'erreur de première espèce. D'accord? Donc dans cette séquence-là, on va effectuer deux types de tests. On va effectuer donc un test, ce qu'on appelle le test bilatéral, et ce qu'on appelle un test unilatéral qui peut être soit à gauche, soit à droite. Schématiquement, un test bilatéral se présentera ainsi. Bien sûr, je vais vous rappeler les éléments importants. Donc vous avez un test bilatéral, bien sûr, si vous avez, bien sûr, avec un risque alpha, alpha étant bien sûr l'erreur de première espèce. Donc là, nous avons toujours une distribution normale. Donc là, nous avons la moyenne petit m. Donc un test bilatéral, c'est tout simplement la zone d'acceptation de H0 va être compris entre cette valeur-là, que l'on va définir tout à l'heure, et bien sûr la zone de refus de H0, c'est-à-dire le risque alpha d'erreur va se situer de ce côté. Donc là, vous avez forcément alpha sur 2, et là, vous aurez ici alpha sur 2. Donc ici, cette zone-là est tout simplement égale à 1 moins alpha. Ça, c'est la zone d'acceptation de H0 que je vais appeler petit a, petit b. Et les bornes A et B, on va les définir selon que l'on teste une moyenne, une proportion, etc. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle un test unilatéral, soit à gauche, soit à droite. Donc là, la zone d'acceptation de H0 va se trouver soit à droite, soit à gauche. Autrement dit, on aura les deux situations suivantes. On aura les deux cas suivants. Donc ça, c'est le test unilatéral à gauche et à droite. Voilà. Donc, test unilatéral à gauche et à droite. Donc notre zone d'acceptation, elle est soit à droite, soit à gauche. Donc ici, la zone de rejet, c'est-à-dire la zone de rejet de H0, c'est-à-dire considérer H1, cette zone-là, c'est tout simplement alpha. Ici, la zone d'acceptation de H0 va se trouver à gauche, et la zone de refus va se trouver à droite. Et là, bien sûr, j'ai toujours ici un seuil de risque alpha. Donc ça, c'est un test unilatéral à gauche et test unilatéral à droite. Alors, donc je ne vais pas trop charger sur le plan théorique cette séquence, afin que vous puissiez directement exploiter les résultats dans des situations très simples. L'objectif, c'est de ne pas trop compliquer. En revanche, il y a deux rappels que je dois faire. Il y a deux rappels qu'il faut absolument maîtriser. Regardez bien. Ce qu'on a vu, alors bien sûr ces séquences-là, je les ai développées plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle soit une distribution d'échantillonnage des moyennes, soit une distribution d'échantillonnage des proportions. Je vais me situer dans la situation très simple où soit la population est infinie, soit on effectue, pour prélever mes échantillons, soit on effectue des tirages successifs avec remise, d'accord? Ou alors dans ma population, le choix du caractère, par exemple, on va s'intéresser à une moyenne, et donc on va dire que dans la population, la moyenne des rondelles fabriquées,
la moyenne des rondelles fabriquées est distribuée selon une loi normale. Idem pour les proportions. Donc lorsqu'on va dire on prélève un échantillon de taille n, et si on appelle x bar la moyenne de l'échantillon prélevé, sachant bien sûr que x bar est une variable aléatoire. Pourquoi? Parce que d'un échantillon à l'autre, la moyenne de chaque échantillon est différente. Donc, on a établi que dans ce cas-là, x bar, donc la moyenne calculée dans l'échantillon, est distribuée selon une loi normale. Deux paramètres. Petit m, moyenne de la population, c'est une moyenne connue de la population. Donc x bar est distribué selon la loi normale de paramètres m, écart type de la population sur racine carrée de petit n. D'accord? Ensuite, si on s'intéresse dans la population à un caractère donné, et on dit que dans ma population, la proportion d'individus qui possèdent ce caractère est petit p. Et si on prélève des échantillons de taille petit n, et qu'on appelle grand F la variable aléatoire qui associe la proportion d'individus possédant le caractère retenu dans l'échantillon, eh bien, on a montré que grand F suit une loi normale, deux paramètres, petit p, proportion observée dans la population, et d'écart type racine carrée de petit p que multiplie 1 moins p divisé par petit n qui est la taille de l'échantillon prélevé. Donc ça fait référence à la distribution d'échantillonnage des moyennes et distribution d'échantillonnage des proportions. Il y a un deuxième point qu'il faut impérativement maîtriser. Donc ça, vous devez absolument être irréprochable là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous avez une loi normale de paramètres m écart type, il faut tout de suite savoir qu'on peut déterminer un intervalle centré en m. Un intervalle centré en m, regardez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je prends ma distribution normale, ici, j'ai petit m. Ici, j'ai petit m. Un intervalle centré en m, c'est un intervalle tel que la distance à gauche est égale à la distance à droite. C'est-à-dire que si j'écris ici m moins h, j'écris ici forcément m plus h. Et donc, l'idée, c'est de dire, il faut impérativement savoir, soit connaître, retenir pour éviter les calculs, mais être en mesure de retrouver la valeur de petit h, sachant que cette région-là représente 2,5%, ou cette région-là représente 95%. Et de façon générale, il faut être en mesure de retenir quoi? De retenir que ici, j'ai m plus h. Ici, j'ai m moins h. Il faut être en mesure de déterminer petit h, sachant que là, j'ai alpha sur 2, et là, j'ai alpha sur 2. Autrement dit, l'air entre m moins h et m plus h est tout simplement égal à 1 moins alpha. Et donc, je vais vous montrer très rapidement comment on retrouve le petit h. Et on verra que cette valeur de petit h est tout simplement égale à un certain nombre d'écarts types. Alors j'explique. Donc ça, c'est une donnée très importante, justement pour mettre en place votre test d'hypothèse et savoir
est-ce que par exemple lorsque vous testez une moyenne, est-ce que la différence, elle est liée au fait qu'il y a une différence réelle, ou alors la différence, l'écart, est dû à ce qu'on appelle un problème d'échantillonnage. Ok? Donc regardez bien. Au départ, je dis que grand X suit une loi normale. Grand X suit une loi normale de paramètres M, écart type. D'accord? Et je veux déterminer un intervalle centré en M, tel que, par exemple, je vais prendre 95%. C'est un pourcentage qui revient souvent. Donc je vais trouver donc l'intervalle grand X compris entre M moins H et M plus H, est tel que cette probabilité-là est égale à 0,95. Alors bien entendu, on retiendra très vite que petit h dans ce cas-là va être égal à 1,96 écart type. 1,96 écart type. Très rapidement, voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, ceux qui ont des calculatrices programmables type Inspire, XK, etc., tous ces résultats-là, vous les avez de façon automatique. Mais je vais travailler, si vous voulez, à l'ancienne. Étape numéro 1, pour déterminer petit h, il faut centrer la loi. Centrer la loi, c'est déterminer, changer de variable en fait. Donc on va poser grand T qui suit grand T qui est égal à grand X moins petit m sur écart type. Et dans ce cas-là, en effectuant ce changement de variable, ça je l'ai expliqué dans plusieurs séquences en fait. Vous remontez, vous allez montrer que si T est égal à ça, alors forcément T va être distribué selon la loi normale centrée réduite. Donc, regardez bien l'écart. L'écart type ici c'est sigma. L'écart type ici c'est 1. La moyenne ici c'est petit m et la moyenne ici c'est 0. Donc en fait, l'idée c'est de dire de combien je vais m'écarter de 0. Est-ce que je vais m'écarter de 1 écart type? Si je m'écarte de 1 écart type, ça fera 1 de chaque côté. Donc si je m'écarte de 1 écart type, regardez bien, là j'ai 0, je m'écarte de 1 écart type, donc là c'est moins 1, et là c'est 1. Oui, par rapport à ça. Mais si je m'écarte de 1 écart type, ici ça serait quoi l'équivalent pour l'autre? L'équivalent pour M, ça serait tout simplement M, et là ça serait quoi? M plus 1 écart type, et là ça serait quoi? M moins 1 écart type. Voilà le lien en fait. Là et là c'est similaire. Là vous travaillez avec la loi normale centrée réduite, et là vous travaillez avec la loi normale de paramètre M écart type. Donc la valeur que je vais trouver ici, je pourrais la transvaser ici, puisque l'écart type ici c'est 1, et l'écart type ici c'est sigma. Donc si là je trouve par exemple, je dis n'importe quoi, je trouve ici par exemple, je trouve ici 1,645 écart type, d'accord, 1,600, allez on va dire, je trouve ici 2 écarts types, par exemple ici 2 écarts types, donc ce sera 2, et là je trouve 2 écarts types, ce sera forcément moins 2, et là j'aurai quoi? 2 fois sigma. Là, vous aurez forcément moins 2 fois sigma. Et bien là, vous aurez 95,44%. Et là, vous aurez aussi 95,44%. De la même façon, si je m'écarte de façon plus précise de 1,96 écart type, donc 1,96 fois 1, donc là, j'aurai 1,96 fois 1, 1,96. Là, j'aurai moins 1,96. Et là, j'aurai tout simplement 95% des valeurs. Et ici, qu'est-ce que ça va donner? Au lieu d'avoir le 2, j'aurai tout simplement 1,96 écart type. Et là, j'aurai quoi? 1,96 écart type. Maintenant, de façon plus générale, après je reviendrai là-dessus, de façon plus générale, je peux m'écarter de T écart type. Ça veut dire ceci. Regardez bien. Ça veut dire ceci. Si je prends ma loi normale de paramètre M écart type, voilà, M écart type, et que je m'écarte, voilà, donc là j'ai M plus T écart type. Et là j'ai M moins T écart type.
L'équivalent pour la loi normale centrée réduite, c'est tout simplement quoi? Tout simplement, là j'ai 0, je m'écarte de t écart type, t fois 1, ça fait t, et 0 plus 1 fois t, ça fait t, et 0 moins 1 fois t, ça fait moins t. Donc la valeur que je vais trouver ici sera la même que la valeur que je vais trouver ici. Donc ici, admettons que j'ai alpha sur 2. Ici, j'ai alpha sur 2. Là, j'aurai alpha sur 2. Et là, j'aurai alpha sur 2. Et forcément, comme la totalité fait 1, donc là, j'aurai 1 moins alpha. Et là, j'aurai 1 moins alpha. Donc en fait, pour retrouver la valeur de t, au lieu de fonctionner avec cette loi normale, il suffit de fonctionner avec la loi normale centrée réduite. Et ça, c'est très très important. Ça veut dire concrètement, si je veux m'écarter, par exemple, si je veux que cette probabilité-là, comme je l'ai écrit ici, je veux que cette probabilité-là soit égale à 0,95. Il ne faut pas s'embêter. Vous dites, calculez ça avec une probabilité de 0,95. Lorsque je change de variable, écoutez-moi bien, voilà ce que ça donne. Ça donne grand X moins petit m sur écart type, n'est-ce pas? Et plus petit ou égal à combien? À m plus h moins m sur écart type. Et ici, ça me donne quoi, tout simplement? M moins H moins M sur écart type. Ce qui va me donner, bien sûr, égal à 0,95. Et donc, je vais obtenir P2 grand X, grand T, Alors, M moins M, ça fait 0. Il me reste moins H sur écart type. M moins M, ça fait 0. Il me reste H sur écart type égal à 0,95. Mais, lorsque j'ai changé de variable ici, en fait, mon écart type, c'est tout simplement combien? Mon écart type, c'est tout simplement combien? 1. Donc, en fait, ça revient à trouver... Donc ici, si je veux retrouver la valeur de h, je fais donc pi de h sur écart type moins pi de moins h sur écart type égale à 0,95. Ce qui me donne directement 2 pi de h sur écart type moins 1 égale à 0,95. Je rajoute plus 1, je divise par 2, ce qui va me donner tout simplement pi de h sur écart type. Je prends ma table et je lis en lecture inverse, donc je fais 1,95 divisé par 2 égale à 0,975. Je prends ma table en lecture inversée, et je lis tout simplement combien? 0,975, c'est pi de 1,96, ce qui vous donne h sur écart type égale 1,96, ce qui vous donne h égale 1,96 écart type. Donc la valeur de h ici, si je veux une probabilité de 0,95, il faut que h soit égal à 1,96 écart type. Alors bien entendu, au lieu de faire tout ce calcul-là, vous allez tout simplement raisonner, comme je l'ai dit, à partir de la loi normale, centrée, réduite. Et voilà ce que vous dites. Je veux par exemple un intervalle centré en M qui contienne, on va dire, 90% des valeurs, d'accord? Donc je fais ceci, j'écris P de X, M moins H, M plus H égale 0,95.
Donc il ne faut pas vous embêter avec ça. Il ne faut pas vous embêter avec ça. Vous dites le H s'exprime en écart type. Donc vous écrivez M moins T écart type. M plus T écart type égale par exemple à, on va reprendre l'exemple tout à l'heure, à 0,95. Oui. Et donc là, je veux trouver la valeur de t. Je veux trouver de combien d'écart type je vais m'écarter. J'utilise la loi normale centrée réduite, et là vous allez comprendre, si je fais ça, ça me donne bien m moins t écart type moins m sur écart type. Plus petit ou égal, x moins m sur écart type, m plus t écart type moins m sur écart type égale 0,95. Ce qui vous donne tout simplement P de t compris, et vous avez compris, m moins m ça fait 0, t écart type sur t écart type, sur écart type ça me fait moins t, là ça me fait t, et là ça me fait 0,95. Et là après vous faites 2pi de t moins 1 égale 0,95, et vous tirez pi de t égale 0,975. Vous lisez en lecture inverse, pi de t égale à 1,96, pi de 1,96, et vous avez la valeur de t. D'accord? Donc de façon plus générale, chaque fois qu'on vous demande de construire un intervalle centré en M, avec une probabilité 1 moins alpha avec une probabilité moins alpha, pour que la zone ici soit égale à tout simplement 1 moins alpha, vous allez écrire quoi? Vous allez écrire M, alors x compris entre M moins T écart type, hein, cet écart type là, M plus T écart type égale à 1 moins alpha. Ça veut dire que de part et d'autre de M moins T écart type et M plus T écart type, vous avez alpha sur 2, alpha sur 2. Ok? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne travaillez pas avec ça, vous travaillez avec cette loi. Et vous allez écrire l'équivalence de ça, c'est T, voyez? T, la moyenne c'est 0, l'écart type c'est 1, donc calculer le T ici ou le T ici, c'est pareil. Donc vous allez écrire tout simplement P de T compris entre moins T et T égale à 1 moins alpha. Et vous écrivez donc 2pi de T moins 1 égale à 1 moins alpha. Et après vous continuez votre calcul. Donc vous allez écrire 2pi de T égale à 2 moins alpha. C'est pas la peine d'apprendre ça par cœur, il vaut mieux simplement partir de là en fait. D'accord? Partir de là. Mais je continue mon calcul, ce qui vous donne pi de t est tout simplement égal à 2 moins alpha divisé par 2. Et après, vous prenez votre table en lecture inverse, vous lisez la valeur de t qui vous renvoie cette probabilité-là. Donc très simplement, si je prends alpha égale par exemple 10%, hein, si je prends alpha égale 10%, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner tout simplement ici 10%, donc ça me fera 0,9. D'accord? Et donc j'écris 2pi de t moins 1 égale 0,9. Ce qui veut dire 2pi de t égale à 1,90. Ce qui veut dire pi de t égale à 0,95. Et si vous prenez votre table en lecture inverse, vous allez voir que 0,95 est compris. Alors, bien sûr, ceux qui ont des calculatrices, il n'y a pas de problème. Mais si on travaille à l'ancienne avec des tables, vous allez voir que 0,95 est compris entre quoi et quoi? Entre, alors, la valeur de t que je cherche, je cherche la valeur de t qui me renvoie 0,95. Mais si vous regardez bien votre table, 0,95 est compris entre 0,94 95
et 0,95, 0,95, 0,5. Et là, pour 0,9495, c'est 1,64. Et là, c'est 1,65. Ce qui veut dire que ma valeur de t est comprise entre 1,64 et 1,65. Mais comme 0,95 est pile au milieu, si vous effectuez une interpolation affine, vous allez trouver que t est tout simplement égal au milieu des deux. Ça fait 1,645. Donc voilà, donc cette partie-là est très importante pour justement mettre en place ce qu'on appelle le test d'hypothèse. Et idem, je vais pas détailler, mais idem pour les proportions. Lorsque vous avez une variable aléatoire grand F, lorsque vous allez avoir une variable aléatoire grand F qui suit une loi normale de paramètres, on va dire petit p, racine carrée de p moins p fois 1 moins p sur n, d'accord? Si vous voulez trouver un intervalle centré en P, ça sera pareil. Si vous voulez vous écarter, si vous voulez que l'aire totale fasse 95%, ben, il faut s'écarter de 1,96 écart type. Autrement dit, vous êtes sûr que si je tape ça, oui, si j'écris ça, j'écris ici F, et j'écris à gauche, la moyenne, moins 1,96 écart type. Je recopie tout ça. P fois 1 moins P sur N. Et de l'autre côté, j'écris P plus 1,96 écart type. Et bien là, ça me fera forcément 0,95. Dès que je m'écarte de 1,96 écart type de part et d'autre de la moyenne, je trouve une probabilité égale à 0,95. Donc voilà, ça c'était un rappel important. Et maintenant, on va mettre en place notre test pour tester donc une moyenne. Alors, donc on se propose donc de comparer, comparaison d'une estimation à une norme. Alors, une norme, c'est par exemple une moyenne qui peut être normale. Vous avez par exemple une machine qui fabrique des rondelles et on va considérer comme normal un diamètre de 20 mm. On va avoir une machine qui va mettre un produit en sachet et on va considérer la norme M0 comme étant égale par exemple à 200 grammes. Okay. Donc au départ, nous avons la norme. Et on va voir dans quelle mesure, bien sûr après fonctionnement de cette machine, on va voir dans quelle mesure effectivement la moyenne observée, c'est-à-dire la moyenne de l'échantillon prélevé, de combien elle s'écarte de la norme. Autrement dit, est-ce que ces fluctuations, elles sont le fait de la machine ou tout simplement dû ce qu'on appelle un problème d'échantillonnage. Donc c'est ce qu'on va mettre en place. Donc ici, on va donc mettre en place ce qu'on appelle un test bilatéral. Un test bilatéral sur lequel on aura d'abord, première étape, on va mettre en place le test. D'accord? On va mettre en place le test et pour ça, on va faire bien sûr le choix de l'hypothèse nulle et de l'alternative H1. Et voilà ce qu'on va dire. On va donc tester l'hypothèse H0, M égale à la norme, M0. Donc on va tester l'hypothèse nulle, M égale à la norme, contre l'alternative, H1, M différent de la norme. D'accord? Donc ça c'est petit a. Et donc maintenant, petit b, on va donc déterminer la zone d'acceptation de H0, ou la région d'acceptation de H0, et forcément, on va, à partir de là, en déduire la zone de refus de H0. Mais comme c'est un test bilatéral, la zone d'acceptation de H0 va se trouver entre M moins T écart type, M plus T écart type. Et la zone de refus de H0 va se trouver à l'extérieur. Donc zone d'acceptation de H0, probabilité 1 moins alpha, 95%. Zone de refus de H0, probabilité alpha sur 2 à gauche et alpha sur 2 à droite, c'est-à-dire 0,025 et 0,025 si la zone critique représente 5%.
Donc ici, on va donc rédiger pour détermination de la zone d'acceptation de H0. Donc maintenant, donc, petit 2, on va détermination de la région d'acceptation de H0, ou tout simplement la zone de refus ou la zone critique, bien sûr, qui refuse donc H0. Ok. Donc cette zone d'acceptation, on va la programmer en étant égale à 1 moins alpha, et comme c'est un test bilatéral, la zone de rejet de H0, à gauche on aura alpha sur 2, et à droite on aura alpha sur 2. Alors on sait que, donc on va prélever donc des échantillons de taille petit n, donc on sait que, on va donc considérer la variable aléatoire qui associe la variable aléatoire x bar qui associe la moyenne des valeurs observées dans l'échantillon. Et on a établi lors des précédentes sessions que j'ai rappelées juste en préambule que la variable aléatoire x bar, on sait que x bar suit une loi normale de paramètres m, moyenne inconnue de la population, écart type de la population, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Bien sûr, on va se placer dans un contexte où, bien sûr, soit ma population est distribuée selon une loi normale, soit que ma population est infinie, c'est-à-dire que les tirages sont assimilés à des tirages successifs avec remise, n'est-ce pas? Et bien sûr, si dans ma population n'est pas distribuée normalement, on va bien sûr supposer que la taille des échantillons prélevés dépasse 30. Donc, pour faire très simple, on va se placer dans la situation la plus simple qui consiste à dire que ma population est distribuée selon une loi normale de paramètres petit m et d'écart type sigma. Donc je prélève en prélevant des échantillons de taille petit n, si on appelle grand X bar la variable aléatoire qui associe la moyenne de l'échantillon prélevé, on sait que X bar suit cette loi normale. Et donc maintenant on va déterminer notre zone d'acceptation de H0. Voilà ce qu'on va dire. Donc si H0 est vrai, si H0 est vrai, ça veut dire quoi si H0 est vrai? Lorsqu'on a mis en place le test, ça veut dire que petit m est égal à la norme. Donc si H0 est vrai, ça veut dire que petit m est égal à M0. Donc si H0 est vrai, d'accord, alors X bar va suivre une loi normale de paramètres combien? M égale à M0. Si H0 est vrai, alors X bar va suivre une loi normale de paramètres M0, la norme, écart type de la population divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. D'accord? Donc maintenant, n'oubliez pas qu'on effectue un test bilatéral. Et en vertu de ce que j'ai dit juste avant, on peut bien sûr choisir un seuil de risque alpha, c'est-à-dire la région d'acceptation aura une probabilité de 1 moins alpha, et donc à partir de ça je peux déterminer un intervalle centré en M0 tel que, alors je l'écris, tel que, alors je choisis donc un seuil de risque alpha et donc une région d'acceptation 1 moins alpha, donc je vais trouver le petit t et j'écris ma relation générale, j'écris donc la probabilité que X bar soit compris. Alors, soit compris entre quoi et quoi? M0, la moyenne, moins T. Alors, je vais prendre un indice et donc je vais prendre le T lié au seuil de risque. Seuil de risque, donc, alors je vais plutôt prendre le coefficient de confiance donc de ici, 1 moins alpha. Je vais donc ici écrire, alors je n'ai pas de place. Alors, rappelons-nous, hein, la moyenne c'est l'écart type c'est sigma sur racine carrée de petit m. Donc ici j'écris
probabilité que x bar soit compris entre m0 moins t écart type. Ici, m0 plus t écart type. Et là, ma zone d'acceptation, je vais la prendre égale à 1 moins alpha, c'est-à-dire mon seuil de risque sera égal à alpha. J'écris donc ici 1 moins alpha. Et c'est pour ça que je vais paramétrer le petit t en écrivant ici en indice 1 moins alpha, et ici en indice 1 moins alpha. Ok? Donc ça me permettra de déterminer la zone d'acceptation de H0. Donc il va falloir retrouver le petit t. Et en passant par la loi normale centrée réduite, qu'est-ce que je vais trouver? Si je veux que cette probabilité-là soit égale à 95%, eh bien la valeur de t sera égale à 1,96. Si je veux que cette valeur-là soit égale à, comment dirais-je, à, quand je dis 95%, j'abrège un petit peu, c'est-à-dire que en fait, ça sera 1,96. Oui, pardon. Si je veux dire ici 90%, la valeur de t, on l'a vu tout à l'heure, sera égale à 1,645. Alors, pour faire simple, donc ici, en passant par la loi normale centrée réduite, je vais donc écrire quoi? Que la probabilité de grand T compris entre 0 moins un certain nombre, l'écart type c'est 1, donc ici ça fera moins T alpha 1 moins 1, ici T 1 moins alpha égale à 1 moins alpha. Ce qui va me donner quoi? Donc en fait, pour pas trop vous embêter, je vais supprimer cet indice-là. Comme ça, il y aura moins de confusion. D'accord? Ça ne porte pas à conséquence en fait. Et donc là, je peux écrire 2pi de t moins 1 égale 1 moins alpha. Et ensuite, vous tirez la valeur de t. Donc si ici je mets 0,95, eh ben, le t que je vais trouver, ça sera 1,96. Si là j'écris 0,90, le t que je vais trouver, ça sera 1,645. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, l'objectif bien sûr, le petit 2, c'est déterminer la zone d'acceptation de H0. Ben, la zone d'acceptation de H0, ça va être tout simplement ceci. Ça va être l'intervalle, d'accord? Donc l'intervalle que je vais noter I alpha, c'est de risque, ok? Et donc, mon intervalle, ça va être tout simplement M0 moins T écart type. Et M0 plus T écart type. En fait, l'important ici, c'est de retrouver la valeur de t. Donc la valeur de t est déterminée par si vous voulez, par le seuil de risque, par le risque d'erreur que vous programmez. Il peut être de 5%, il peut être de 2%, il peut être de 1%, etc. Donc en général, on retiendra toujours un intervalle, une zone d'acceptation autour de 95%, donc on se réserve 5% de risque d'erreur, ok? Qu'on a défini par l'erreur de première espèce. Et donc ici, vous avez déterminé votre zone d'acceptation de H0, c'est-à-dire que visuellement, ça veut dire quoi la zone d'acceptation de H0? Ça veut dire que comme on a une loi normale, ça veut dire tout simplement que mon M0 étant là j'aurai quoi? M0 moins T écart type. Et là, j'aurai quoi? M0 plus T écart type, d'accord? Et donc là, j'ai forcément 1 moins alpha. Et là, j'ai combien? Alpha sur 2. Et là, j'ai alpha sur 2. Voilà. D'accord? Et maintenant, troisième étape, critères de décision. D'accord?
critères de décision. Ici, c'est la zone d'acceptation de H0. Vous voyez, ça, toute cette région-là, c'est la zone. Et ça, c'est la zone de refus de H0. D'accord? Zone de refus de H0. OK. Et maintenant, on va mettre en place les critères de décision. Alors, critères de décision. On prélève, donc on a prélevé notre échantillon. Et on va trouver quoi? On va calculer sa moyenne, et on va trouver une moyenne physique. On est en main, je sais pas, un échantillon de 50 rondelles. On va calculer le diamètre moyen des rondelles, et on va trouver une valeur X bar. Donc là j'écris petit 3, critères de décision. Critères de décision. Petit 3. Critères de décision. Donc on prélève un échantillon de taille petit n et on va trouver une moyenne X bar. Et bien voilà les critères de décision. On a déterminé tout à l'heure l'intervalle I alpha entre M0 moins T écart type, M0 plus T écart type. Il y a deux cas. Alors, si X bar appartient à I alpha, on accepte H0. D'accord? Si X bar appartient à I alpha, on accepte H0. Si la moyenne calculée dans l'échantillon X bar n'appartient pas à I alpha, on rejette ou on refuse H0. Alors comment ça s'interprète? Admettons, très simplement, admettons qu'on ait donc une machine qui fabrique des rondelles. D'accord? On a une machine qui fabrique des rondelles et on a donc établi que le diamètre moyen est de 20 mm. Ça, c'est la norme. D'accord? La machine, elle fonctionne normalement et donc régulièrement, dans le cadre d'un contrôle qualité, le responsable de la machine va effectuer donc des prélèvements. Mais avant d'effectuer des prélèvements, il va mettre en place ce qu'on appelle un test, et qu'on appelle un test d'hypothèse. Et donc forcément, s'il met en place un test d'hypothèse, il y a deux types de tests. Est-ce qu'il met en place un test bilatéral ou est-ce qu'il met en place un test unilatéral? Dans ce cas-là, on va supposer qu'il mette en place un test bilatéral. D'accord? Donc simplement, il va déterminer le risque d'erreur, c'est-à-dire il va déterminer le alpha, c'est-à-dire il va s'autoriser de se tromper dans 5% des cas, dans 10% des cas, etc. Donc en fait, il va prélever un échantillon, donc la norme c'est 20 mm. Il va mettre en place un test, admettons qu'il mette en place un test avec un seuil de risque de 5%, donc avec une zone d'acceptation qui est égale à combien? À 95%. Je ne refais pas tout le détail. Il va donc mettre un test et il va trouver la zone d'acceptation de H0 égale, donc si il prend un risque d'erreur de 5%, donc sa zone d'acceptation c'est quoi? C'est M0, 20 mm, moins T écart type 1,96. Ce que je n'ai pas donné, c'est que j'ai dit que la machine fabriquait des rondelles de diamètre 20 mm et d'écart type 2 mm. Le contrôleur va prélever des échantillons de taille 100, d'accord? Et donc il va mettre en place un test au seuil de risque de combien? De 5%. Donc ça me fait 20, 1,96. L'écart type de la population, c'était 2. Sur racine carrée de 100, c'est la taille de l'échantillon qui a été prélevé, d'accord? Et bien sûr, après 20 plus 1,96 que multiplie 2 sur racine carrée de 100. Donc là, il va déterminer la zone d'acceptation de H0. Donc là, j'ai pris un résultat très simple, quoiqu'il n'est pas si simple que ça parce qu'il faut faire l'opération. Bon, peu importe. En fait, vous faites ce calcul-là, d'accord? Vous faites ce calcul-là et vous trouverez des valeurs. Bon, est-ce que je vais
je vais me dévouer et le faire pour vous. Alors ça fait donc 20 moins, alors 1,96. Donc là ça fait 2 divisé par 10 que multiplie 0,2. 0,2, ce qui fait 19,608. Donc là, 19,608. Ça c'est pour ma borne inférieure. Et donc je remonte pour avoir le plus là, à la place du moins. Voilà. Et ça me fait 20,392. 20,392. Donc là, on a déterminé, bien sûr, la première... Alors, si on reprend les étapes. Étape numéro 1, mise en place du test. Donc, on va mettre en place le test. On va dire si, H0, donc H0, donc là, M égale 20, contre l'alternative H1, M différent de 20. 20 étant la norme. Donc après on met mise en place du test, on va déterminer la zone d'acceptation de H0, ce que j'ai fait ici. Et troisième étape, on va passer aux critères de décision. D'accord? Critères de décision, si la moyenne X bar est dans l'intervalle, on accepte H0. Si la moyenne X bar n'est pas dans l'intervalle, on rejette H0. Donc que fait le contrôleur? Donc là, le test est mis en place. Le test est mis en place de façon définitive, autrement dit sur une certaine période. Donc régulièrement, il va prélever des échantillons de taille 100. Et il va calculer, faire la moyenne des diamètres, il va faire la moyenne des diamètres des rondelles qui ont été prélevées. Il va trouver une certaine valeur. Admettons que par exemple, la première semaine, il trouve X bar égale, je ne sais pas moi, à 19,992 mm. Et la semaine d'après, la période d'après, il trouve une moyenne égale à 18,9. Et la troisième semaine, il va trouver une moyenne égale à 21 mm. D'accord? Donc, la première semaine, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que cette moyenne-là est dans l'intervalle? Je regarde, la réponse est oui. Ça veut dire que la machine est correctement réglée. Maintenant, ici, j'ai X bar égale 18,9. Je vois que 18,9 n'est pas dans l'intervalle. Donc la question est de savoir, est-ce que ces moyennes-là, est-ce que la différence, elle est liée au dysfonctionnement de la machine ou elle est liée au fait qu'il y a un problème au niveau de l'échantillonnage. Vous savez qu'on fait de l'échantillonnage, vous n'avez pas une précision. Donc c'est ça le risque d'erreur en fait. Donc quand vous avez 18,9, compte tenu de l'intervalle que j'ai fixé, 18,9 est en dehors de l'intervalle, par conséquent, on va rejeter H0, donc on va considérer que la machine nécessite un réglage. De même, la troisième semaine, j'ai 21 mm, 21 mm n'est pas dans l'intervalle, et dans ce cas-là, on va bien sûr rejeter aussi H0. Donc voilà comment fonctionne un test bilatéral. Alors juste pour rappeler la signification, signification du alpha. Donc ici alpha donc est la probabilité, alpha est la probabilité que la moyenne calculée, n'est-ce pas, que la moyenne calculée de l'échantillon ne soit pas dans l'intervalle qu'on a appelé I alpha, ne soit pas dans la zone d'acceptation de H0, d'accord? Mais il ne faut pas oublier que dans notre première supposition, lorsqu'on a, dans la supposition suivante, on a supposé donc que H0 est vrai. N'oublions pas que alpha a été déterminé à partir de la supposition que H0 est vrai. Par conséquent, regardez bien, on a donc alpha, c'est la probabilité de refuser H0, sachant que H0 est vrai. Probabilité de refuser H0, sachant que H0 est vrai, c'est ce qu'on a appelé donc une erreur, l'erreur de première espèce. Ça veut dire refuser H0 à tort, c'est-à-dire se tromper en fait. Et ce alpha, c'est notre marge d'erreur. Voilà la signification de alpha. Alors pour le bêta, erreur de seconde espèce, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc en général, on essaie de réduire et le alpha et le bêta.
Donc voilà, est-ce que je vais prendre un autre exemple? Non, je redoute que la vidéo soit trop longue. Ce que je vais faire, je vais la compléter avec les proportions. Non, plutôt je vais la compléter avec, oui, ce que je vais faire. Et ensuite, je ne sais pas trop en fait, parce que mes vidéos, en fait, elles sont trop longues. Et à chaque fois, c'est pareil. Je me dis, cette fois-ci, je ferai 10 minutes. Et après, quand je fais des rappels, j'essaie de vous mettre un peu dans le bain, donc je fais des rappels, et ça nous met trop loin. Bon, je vais quand même continuer. Bien, je vais quand même prendre un exemple que je vais traiter selon les deux angles. Donc on va donc tester une moyenne, faire un test bilatéral, et ensuite avec le même exemple, je vais le transvaser pour en faire un test donc unilatéral pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, on va supposer très rapidement, nous avons donc une machine qui met du sucre en sachet. D'accord? Donc une machine met du sucre en sachet et on va supposer, bien sûr, on ne connaît pas la moyenne, des sachets fabriqués. En revanche, nous avons l'écart type du sachet est tout simplement égal à 10 grammes. D'accord? Donc l'écart type du sachet est égal à 10 grammes. Et donc on va donc tester au seuil, de risque de 5%. On va donc tester au seuil de risque de 5%. L'hypothèse nulle, H0, M égale 100 grammes. Donc vous l'aurez compris, 100 grammes étant la norme, d'accord? Donc on va tester l'hypothèse, donc on va tester au seuil de risque de 5%, l'hypothèse nulle H0, M égale 100, contre l'alternative H1, contre l'alternative H1, M différent de 100. D'accord? Donc on va faire ce test-là. Alors bien entendu, on va pour ça prélever un échantillon, une première période, une seconde période, etc. etc. Admettons donc qu'on ait prélevé la première fois un échantillon de taille, donc on prélève des échantillons de taille 50. On prélève donc à chaque fois 50 sachets depuis la production. Bien entendu, on n'oublie pas la chose suivante, on suppose la production suffisamment importante pour que le tirage soit assimilé à un tirage avec remise. N'oublions pas que j'ai prélevé des échantillons de taille 50, ce qui m'autorise à dire que la variable aléatoire x bar sera distribuée selon une loi normale qu'on va écrire maintenant. Donc nous avons à quoi? On prélève un échantillon de taille 50 et on calcule notre première moyenne. Et on trouve une moyenne égale à 97,6 grammes. On prélève un autre échantillon un peu plus tard, c'est-à-dire une période après, et on trouve une moyenne égale à 103,1. D'accord? Et donc, par rapport à ces résultats-là, on va donc tester au seuil de risque de 5% si 97,6 appartient, ce qu'on appelle à la zone d'acceptation de H0. Quel cas la machine, on va considérer que la machine fonctionne normalement. Et on va tester pareil pour la deuxième moyenne. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? On va donc écrire, donc les échantillons sont de taille suffisante, puisqu'on prélève à chaque fois des échantillons de taille 100. Donc, on va dire que si H0 est vrai, d'accord, alors la moyenne x bar calculée dans l'échantillon est une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne égale à la norme 100 et d'écart type 10 sur racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. J'ai prélevé des paquets de 50.
Donc voilà la condition, si H0 est vrai, X bar obéit à cette loi. Ben, le fait que X bar obéit à cette loi, je peux automatiquement déterminer, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la zone d'acceptation de H0. C'est-à-dire en fait, on va déterminer I alpha. Et I alpha ici, donc I de 0,05, I de 0,05. Donc là, je ne rédige pas. Hein. Donc il y a plusieurs étapes. Première étape, mise en place du test. Deuxièmement, acceptation de la détermination de la zone d'acceptation de H0. Troisième étape, critère de décision. D'accord? Donc ici, on a calculé I0,05 qui va être égal à quoi? Comme j'ai un seuil de risque de 5%, ça veut dire que j'ai un coefficient de confiance de 95%, donc il va falloir s'écarter de combien? 1,96 écart type. Donc ma zone d'acceptation de H0, c'est tout simplement 100 moins 1,96 que multiplie 10 sur racine carrée de 50, 100 plus 1,96 que multiplie 10 sur racine carrée de 50. Ça, c'est ma zone d'acceptation de H0. Donc, après calcul, ça fait tout simplement combien? Ça fait 97,2 et 102,8. Donc ça, c'est la zone d'acceptation de H0. Et maintenant, on va dire ceci. Donc, est-ce que au seuil de risque de 5%, qu'est-ce que va décider le contrôleur? Il regarde. Est-ce que 97,6 appartient à l'intervalle 97,2, 102,8? La réponse est oui. Donc, au seuil de risque de 5%, le contrôleur, forcément, il va donc accepter H0. Autrement dit, il va considérer que la machine fonctionne normalement. En revanche, la deuxième semaine, nous avons notre moyenne 103,1 qui est en dehors de l'intervalle. Et dans ce cas-là, le contrôleur va refuser H0, autrement dit, il va le considérer que cette différence par rapport à la norme n'est pas le fait de l'échantillonnage, mais est un problème technique, et donc il va procéder à un réglage de sa machine. Voilà, donc voilà pour le test bilatéral, pour donc estimer, tester une moyenne. Maintenant, je prends le même exemple, mais cette fois-ci, on va mettre en place un test unilatéral. Donc le test unilatéral, le alpha, est soit à gauche, soit à droite. Et donc je vais écrire mon énoncé au tableau, et je vais finir la séquence parce que... Alors je reviendrai une autre fois sur ce qu'on appelle les proportions. C'est exactement le même schéma, sauf qu'au lieu d'avoir ici une moyenne M, et un écart type ici, comme je l'ai dit précédemment, donc vous aurez petit f suit une loi normale de paramètres petit p, n'est-ce pas? Racine carrée de petit p fois 1 moins p sur n, et là le petit p, la norme, ça sera p0. Après, tous les calculs sont exactement identiques. Ok? Donc là, je vais mettre en place ce qu'on appelle un test unilatéral. Test unilatéral. Donc cette fois-ci, on va se placer du côté du client. Hein, on n'est pas du côté de l'entreprise qui va tester sa machine. Donc le client va commander, donc va acheter à cette entreprise, il va commander des quantités de sachets de sucre. Je sais pas, il va régulièrement. Donc que fait le service donc chargé de la logistique? Il va bien entendu tester, voir est-ce que les livraisons sont conformes. D'accord? Donc de la même façon, il va mettre en place un test. La différence, c'est que l'appréciation qu'il fera ne sera pas la même que la précédente. Donc, en termes, si vous recevez des quantités de matière, vous avez intérêt à ce qu'il y en ait plus dans les sachets que moins. Donc, en fait, ici, l'enseigne qui va recevoir donc les paquets de sucre va veiller, il va considérer comme convenable tous les sachets
qui auront une masse supérieure à une masse donnée. Donc plus c'est lourd et mieux c'est. Donc en fait, pour schématiser, pour vous expliquer l'idée du seuil unilatéral, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ici c'est bien sûr la norme, M0. Et donc ici, admettons que là il va déterminer un seuil. Et donc ici, la zone critique, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, la zone, le seuil, comment on appelle ça? Oui, la zone critique. Donc ici, alpha. D'accord? Donc là, puisque il reçoit des paquets de sucre en tant qu'enseigne, donc pour les revendre, bien sûr, si la masse des sachets est supérieure à la valeur que l'on va trouver ici, il va accepter H0. D'accord? Donc plus c'est lourd, et mieux c'est. Et donc il va déterminer, ça il va rejeter la livraison si bien sûr la moyenne observée dans l'échantillon que l'on a prélevé sera inférieure à cette valeur qu'on va déterminer. Donc l'idée, cette fois-ci, c'est de déterminer ce seuil. Et donc ça, c'est un test unilatéral à gauche. Donc là, on s'intéresse à des sachets dans la masse. On acceptera tout ce qui est plus grand qu'eux. C'est-à-dire que, admettons que ici je trouve T alpha, et bien, si X bar appartient à T alpha plus l'infini, eh ben, on va accepter H0. Et si X bar n'appartient pas à l'intervalle T alpha, ou si X bar appartient à l'intervalle moins l'infini T alpha, eh ben, il va refuser H0. D'accord? Donc on accepte et on refuse. Ok? Alors, donc là, on va donc mettre en place ce test-là, si vous voulez bien. Donc on va donc tester pareil, on va tester l'hypothèse. Donc c'est le même principe. On va prélever des échantillons de taille 50 et puis on va donc tester. Alors, on va donc tester l'hypothèse nulle. Tester l'hypothèse nulle. Tester l'hypothèse nulle. H0, d'accord, 2 points. M égale à la norme. Donc M égale à 100. Contre l'alternative H1, d'accord, contre l'alternative H1, M inférieur à 100. Et oui, le magasin va rejeter, bien sûr, il va rejeter la livraison si la moyenne des barquettes est inférieure à la norme à 100, parce il va considérer qu'elles sont trop légères. Autrement dit, la masse affichée sur les paquets, c'est-à-dire la norme de 100, n'est pas respectée. Okay? Donc elle va considérer la livraison comme non conforme, elle la retournera donc au fournisseur. Et donc voilà ce que donc au seuil de risque toujours de 5%, au seuil de risque de 5%, au seuil de risque de 5%, on a donc les deux hypothèses suivantes. Donc le client, donc il va prélever ses 50 barquettes et il va calculer le premier échantillon et il va trouver, on va dire par exemple, comme tout à l'heure, on va dire X bar égale combien on avait dit 97,6 grammes. Et une deuxième fois, deuxième échantillon, il va trouver, on a dit 103,1 grammes. Donc il va mettre en place ce test unilatéral. D'accord? Alors ici, comme je vous l'ai dit, la difficulté ici, c'est de déterminer la zone alpha, la zone T, le T, pour lequel à gauche, il y est, puisque j'ai choisi
un seuil de risque de combien? Seuil de risque de 5%. Donc en fait, quand il faut déterminer la valeur ici de t. Il faut déterminer la valeur de t pour que là, j'ai 5%. Ok? Excusez-moi. Désolé. Donc voilà. Alors ici, on va donc ça je reprendrai ça tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Si, hein, c'est comme tout à l'heure, donc si H0 est vrai, si H0 est vrai, d'accord? Si H0 est vrai, alors, d'accord? Alors, X bar, bien sûr, suit une loi normale de paramètres, la norme 100, écart type, on a dit 10, sur racine carrée de la taille de l'échantillon, 50. D'accord? Donc si H0 est vrai. Très bien. Donc la question qui est posée est celle-ci, en fait. La question, c'est de déterminer cette fameuse frontière. Et cette frontière-là, bon, si je l'appelle T, oui, donc là j'ai 100. Donc il faut déterminer la valeur de T ici, pour que cette probabilité-là, pour que cette probabilité-là soit égale à combien? À 0,05. Ok? Donc, en fait, l'idée, ce qui est demandé ici, c'est de trouver T pour que la probabilité de X bar, plus petit que T, d'accord? Plus petit ou égal, hein, ça ne change pas. Hein. Plus petit ou égal, puisque c'est une variable aléatoire continue. Donc, cette probabilité-là est tout simplement égale à 0,05. D'accord? Alors, bien sûr, ceux qui ont une calculatrice programmable avec la loi normale inverse, vous retrouvez la valeur directement. Mais encore une fois, moi je le fais à l'ancienne. Donc je pars de ce principe-là. Je passe par la loi normale, centrée réduite. Donc je vous rappelle le schéma. Donc grand T ici, grand T est égal à quoi? À grand X bar moins la moyenne 100 sur l'écart type. Voilà. Donc ici, je vais corriger ici en écrivant tout simplement donc c'est P de X plus petit que T égale à 0,05, P de X bar, ce qui veut dire que P de X bar plus grand que T, plus grand ou égal à T, est égal tout simplement à 0,95. Hein, c'est logique. Ce qui se trouve à gauche, c'est 5%, et ce qui se trouve à droite de T, c'est 95%. Ok? Donc ça, si vous voulez, c'est la zone d'acceptation de H0, et ça, c'est la zone de refus. Hein, zone de refus de H0. Donc là, j'écris P de X. Alors, j'écris pas tout ça, hein, mais X bar moins 100 sur, ça me donne T. Plus petit ou égal, alors je fais mon changement de variable, ça me donne petit t, moins 100 sur écart type. Oui, sur écart type, égale à 0,05. Comme je suis à gauche de t, je peux directement écrire pi de t moins 100 sur 10 divisé par racine carrée de 50 égale à 0,05. Donc, vous m'aurez compris, là, j'ai une valeur inférieure. Là, j'ai une valeur inférieure à 0,5. Ça veut dire que cette valeur-là est négative. Hein. Là, je travaille avec la table. Hein. Pour ceux qui ont une calculatrice maintenant, ça va beaucoup plus vite. Donc là, je vais passer par l'événement contraire et donc écrire, je sais que pi de moins t, c'est 1 moins pi de t, ou pi de t, c'est 1 moins pi de moins t. Donc tous ces calculs-là, je les ai développés maintes fois dans mes séquences précédentes. Donc je peux écrire à la place de ça 1 moins pi de 100 moins t sur 10 sur racine carrée de 50 égale à 0,05. Je rajoute moins 1 de chaque côté, ça me fera moins 0,95. Mais comme j'ai un signe moins ici, moins par moins, ça fera plus. Au final, ça me donnera combien? Donc si vous permettez, je vais me reprendre ici. Je vais reprendre le calcul ici. Hein. Donc ça me donnera tout simplement pi de 100 moins t sur 10 divisé par racine carrée de 50 égale à 0,95. Et ça, on l'avait vu tout à l'heure,
pi de t égale à 0,95, notre t est compris entre 1,64 et 1,65, on a dit que c'était au milieu. Donc ça me donne ici tout simplement, donc le 0,95 est tout simplement égal à pi de 1,645. Voilà. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le calcul et écrire que 100 moins t sur 10 racine carrée de 50 égale à 1,645. Donc, je prends ma calculatrice et je détermine la valeur de t. Alors, ça me donne petit t égale, alors tac, 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 ben vous vérifierez, j'ai trouvé 97,7. Donc la valeur de t ici, c'est 97,7. Hein. Calculatrice, vous multipliez par ça par ça, et vous passez moins 100. Bon, c'est du calcul. Ok. Bien. Et maintenant, on va prendre une décision. Rappelez-vous, on a prélevé la première semaine, le magasin a prélevé un échantillon de taille 50, il a calculé sa moyenne X1, il a trouvé 97,6 grammes. Donc la deuxième semaine, il a calculé sa moyenne, il a trouvé 103,1, d'accord? Et maintenant, il va prendre une décision. Donc la première semaine, qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque, donc ici, on va écrire pour bien comprendre. Donc en fait, la valeur que je viens de trouver ici, le t que je viens de trouver ici, c'est 97,7. Donc chaque fois que la moyenne de l'échantillon est inférieure à 97,7, il rejette la livraison. Et chaque fois que la moyenne de l'échantillon calculée est supérieure à 97, il accepte la livraison. Donc ici, la première semaine, il a trouvé 97,6. Et vous voyez bien que 97,6 est inférieur à 97,7. Donc là, dans la première semaine, il rejette H0. Il refuse H0. Autrement dit, il va considérer qu'au seuil de risque de 5%, sa livraison, elle n'est pas liée, ce n'est pas un problème d'échantillonnage, mais c'est un problème tout simplement technique. C'est-à-dire que la norme n'a pas été respectée avec ce seuil de risque de 5%. Et bien sûr, la deuxième semaine, il va trouver 103,1, n'est-ce pas? 103,1, et 103,1, bien sûr, est supérieur à la norme, à 97,7. Hein? Donc là, dans ce cas-là, il accepte H0. Voilà. Il accepte H0. Voilà, donc j'espère avoir apporté quelques précisions à ce qui a été fait déjà il y a 9 ans. Et donc j'essaierai de revenir la prochaine fois avec ce qu'on appelle tester ce qu'on appelle une proportion. D'accord? Donc donc là, on a comparé une estimation à une moyenne, et on va comparer donc une estimation à une proportion. Alors comme toujours, n'hésitez pas à commenter, hein, c'est toujours encourageant. Hein. Il faut vraiment savoir que ces éléments-là, tous ces cours-là, prennent quand même pas mal de temps, parce qu'il y a le montage, etc. Et en général, je ne fais pas trop de modifications, donc il peut y avoir des erreurs aussi ou là, mais je vous fais confiance pour votre... certains arrivent à les corriger, et puis je vous fais confiance pour votre indulgence, et je vous dis donc, n'hésitez pas à partager, et voilà, à commenter, et puis donc à très bientôt. Allez, au plaisir.